Hi guys, it seems we need to talk about Mike. Now, many of you have been asking whether I'm still speaking with him, whether I'm upset with him, or whether in fact... Pendant des années, les fans se sont posé la même question. Pourquoi Ed China a-t-il vraiment quitté Wheeler Dealers? L'histoire officielle semblait trop soignée, trop aboutie, past the dram, juste des différences créatives. Mais quelque chose clochait. L'alchimie était parfaite, la série prospérait. Et puis soudain, il est parti, aujourd'hui. Après 8 longues années, Ed China a enfin confirmé les raisons de son départ de Wheeler Dealers. Dans une récente interview, discrètement diffusée, il a révélé ce que beaucoup soupçonnaient depuis le début. Et c'est plus profond que quiconque l'imaginait, l'âge d'or des charretiers. Lorsque Wheeler Dealers a été discrètement lancé en 2003, personne ne s'attendait à ce qu'il devienne un phénomène mondial. Il n'était pas tape à l'œil. Il n'attirait pas l'attention. Ce n'était pas nécessaire. Il s'agissait simplement de 2 types, l'un achetant des voitures déglinguées, l'autre les remettant en état dans un modeste petit atelier au sol carrelé et aux outils plus vieux que certaines voitures. Mike Brewer, le toujours enthousiaste Wheeler & Dealer, et Ed China, l'imposant génie de l'ingénierie à la voix douce, formaient un duo improbable mais immédiatement attachant. Le format initial était d'une simplicité rafraîchissante. Mike recherchait des voitures d'occasion abordables et prometteuses, des diamants bruts, et Ed exerçait sa magie dans le garage, guidant les spectateurs pas à pas à travers chaque écrou. Boulons, joints et panneaux de brassage. Pas de plan panoramique filmé par un drone. Pas de musique d'ambiance dramatique. Pas de publicité sponsorisée, ni de ralenti gratuit de fumée de pneus. Juste une mécanique honnête et une narration encore plus honnête. La série ne cherchait pas à être lisse. Et c'est précisément pour cela qu'elle a fonctionné. Au début, la série était réalisée avec une équipe réduite. Mike, Ed, un cameraman, un ingénieur du son et quelques producteurs Databoy TV. C'était brut, c'était pur. Rien ne garantissait qu'il serait repris après la première saison. Mais le succès a été au rendez-vous. Et non seulement il a décollé, mais il a propulsé l'événement. Ce qui a débuté comme une émission automobile britannique à petit budget allait devenir un véritable mastodonte, diffusé dans plus de 200 territoires et attirant des centaines de millions de téléspectateurs. Mais le succès s'accompagne d'une envergure, et qui dit envergure dit friction. À mesure que la série prenait de l'ampleur, les attentes grandissaient. En coulisses, des décisions importantes, commerciales, étaient prises. Et peu à peu, l'histoire a commencé à évoluer. Non seulement à l'écran, mais aussi en coulisses, construisant une marque sans artifice. Ce qui rendait Wheeler Dealers si unique au début des années 2000 résidait en partie dans son refus de faire quoi que ce soit. Dans un paysage télévisuel de plus en plus saturé de contenu clinquant et sponsorisé, Ed et Mike ont bâti une marque qui rejetait presque catégoriquement les placements de produits, les gadgets tape à l'œil ou les montages trop dramatisés. Il n'y avait pas d'interruptions improvisées, pas de conflits mis en scène pour les besoins d'une intrigue. Juste de vraies voitures, de vrais problèmes et de vraies solutions. Ed a un jour fait remarquer lors d'une interview que Wheeler Dealers avait toujours pour objectif de mettre la main à la pâte et de montrer aux gens comment faire, sans chercher à glamouriser le processus. Cette brutalité est devenue son atout majeur. Les téléspectateurs ne regardaient pas seulement les avant et après, ils s'attardaient sur le milieu, les passages tachés de graisse, souvent laborieux, que la plupart des autres séries supprimaient au montage. Dans les milieux professionnels, Wheeler Dealers était une sorte de licorne. Son succès n'était pas dû à son image de marque, mais à son absence. Comme l'a souligné un blog de fans, ils ont traité le public comme des mécaniciens et non comme des consommateurs. Il y avait un charme éducatif presque à l'ancienne, typique de la BBC, et les fans ont apprécié cette confiance. Cette approche a donné à l'émission une authenticité impossible à simuler avec un montage ou un budget astucieux. Mais si le public a adopté ce format sans artifice, il n'a pas vraiment enthousiasmé les dirigeants des chaînes, surtout aux États-Unis, où le contenu est souvent perçu d'abord sous l'angle de la monétisation, puis de la narration. Alors que l'émission gagnait du terrain outre-Atlantique et commençait à générer des chiffres importants à l'international, Discovery a vu une opportunité. Wheeler Dealers n'était plus seulement un salon automobile, c'était une marque. Pour eux, les marques devaient être structurées et commercialisables. L'idée de laisser l'argent des sponsors sur la table devenait de plus en plus difficile à ignorer. Ce fut le tournant. Discovery et sa branche américaine, Velocity Channel, ne voulaient pas seulement une émission à succès, mais un produit télévisuel, élégant,
évolutif et américanisé. Et c'est précisément à ce moment-là que la lente et subtile fracture de la vision créative a commencé à se former. Celebrity, frictions et stress du format. Lorsque Wheeler Dealers a atteint sa 7e saison, ce n'était pas seulement une émission populaire, c'était une franchise mondiale. Chaque nouveau marché générait de nouvelles attentes. Plus de voitures, des délais plus serrés, des délais plus courts et un nombre croissant de personnes s'exprimant sur le contenu du salon. Le format était toujours reconnaissable, mais il s'étirait. Les épisodes devaient s'adapter à de nouvelles tranches horaires selon les territoires. Les coupes se sont resserrées, les explications raccourcies. Les téléspectateurs ont commencé à remarquer que les segments techniques d'Ed, autrefois le cœur de la série, se réduisaient peu à peu. En coulisses, Ed et Mike devaient également gérer le chaos logistique inhérent au succès international. Les délais devenaient plus serrés et les plannings de tournage plus serrés. Il fallait trouver, réparer, filmer et revendre les véhicules plus vite que jamais. Il y avait des signes, certains minimes, mais visibles. Les explications d'aide concernant certaines réparations semblaient précipitées. Des procédures entières ont soudainement été réalisées hors champ. Les plongées techniques approfondies ont cédé la place à des montages accélérés. Pour les fans de longue date, le changement a été bouleversant. L'âme de la série, celle où l'on apprend réellement quelque chose, était mise à mal. Les fils de discussion Reddit, les forums automobiles et les commentaires YouTube étaient saturés de spéculations. Pourquoi Ed n'explique-t-il plus les réparations comme avant? Quelqu'un d'autre a-t-il remarqué sa quasi-absence dans les derniers épisodes? Cherche-t-il à américaniser la série? Beaucoup de téléspectateurs ont supposé qu'il s'agissait simplement d'une évolution naturelle, ou qu'Ed réduisait peut-être son temps par manque de temps. Peu de gens soupçonnaient la véritable réponse. Il s'opposait discrètement en coulisses, défendant l'intégrité des séquences d'atelier. Il n'était pas prêt à abandonner l'âme de l'émission sans se battre. Mais dans le monde impitoyable de la production télévisuelle, les résistances créatives se heurtent souvent aux contraintes budgétaires, aux priorités des chaînes et aux analyses d'audience. Ed menait un combat qui, malheureusement, était déjà perdu d'avance. Pourtant, il n'abandonna pas immédiatement. Il essaya de s'adapter. Il essaya de faire en sorte que cela fonctionne. Et pendant un temps, il réussit à préserver l'essence, même si ce n'était que par fragments. Mais des fissures s'étaient formées. Bien qu'aucun désaccord public n'ait été exprimé à l'époque, les signes étaient là. Mike, toujours aussi présentateur, commença à occuper une place de plus en plus importante à l'écran. Ed China commençait à se sentir comme un passager sur un navire qu'il avait autrefois contribué à construire. Et la destination? Un endroit plus élégant, un endroit plus rapide, un endroit où l'on n'aurait pas le temps de vérifier les spécifications Torcus et le frein filet. La prise de contrôle de Velocity, un tournant, puis vint le virage stratégique qui changea tout. Après 12 saisons solides, Discovery a pris une décision commerciale cruciale. La production de Wheeler Dealers ne serait plus assurée par Attaboy TV, la société britannique à l'origine de la série. Discovery a confié la production à sa filiale américaine, Velocity Channel. Exit l'atelier britannique chaleureux et le style de production collaboratif. Place au studio Discovery en Californie, avec la mission de moderniser le format. Pour les dirigeants de Discovery, il s'agissait d'une évolution logique. L'émission bénéficiait d'un élan mondial, d'une solide base de fans et d'un potentiel de monétisation évident. Mais pour l'équipe créative principale, et en particulier Ed, cela ressemblait à une prise de contrôle hostile de l'ADN de l'émission. Ed a abordé cette transition avec franchise dans sa vidéo d'adieu. Il a révélé que Velocity trouvait le format original trop difficile à produire, notamment la couverture détaillée et approfondie des corrections qui avaient défini la série. Les nouveaux producteurs américains souhaitaient des épisodes plus concis, avec des segments plus courts et un attrait plus large. En clair, moins de temps sous le capot, plus de temps en surface. On a demandé à Ed de simplifier, de faire des économies, de réduire ses segments à des extraits sonores mécaniques plutôt qu'à de véritables réparations. Ce fut une érosion lente mais définitive des fondements de l'émission. Pour lui, la transparence mécanique n'était pas qu'un segment, c'était le cœur de l'émission. Une fois le compromis posé, il savait que la route était à la croisée des chemins, et le chemin qu'il choisirait l'éloignerait de la marque qu'il avait contribué à bâtir. Dans les coulisses, une bataille pour l'âme de l'émission. Bien avant que les caméras ne s'arrêtent de tourner et que les vidéos d'adieu n'apparaissent sur Internet, une guerre silencieuse faisait déjà rage dans les coulisses des concessionnaires Wheeler. Ce n'était pas une question d'argent,
ni de célébrité. C'était une question bien plus personnelle, l'intégrité créative. Au cœur de cette art de bataille se trouvait Ed China. Un homme qui ne se contentait pas de réparer des voitures, il enseignait aux gens à penser comme des mécaniciens. Chaque réparation qu'il effectuait n'était pas une simple réparation. C'était une mini-leçon d'ingénierie, dispensée avec patience, précision et une surprenante dose d'humour. Les segments d'Ed n'étaient pas du remplissage. Ils constituaient l'épine dorsale de l'émission. Mais à mesure que l'influence de Velocity grandissait, leur goût pour la vitesse et le raffinement grandissaient également. Leur vision privilégiait le divertissement, avec des montages accrocheurs, des transitions percutantes et une attention réduite. À leurs yeux, une réparation de carburateur en 15 minutes était un poids mort. Pourquoi montrer à quelqu'un comment réparer une boîte de vitesse quand on peut simplement passer à l'avant et à l'après avec une musique entraînante et quelques répliques? Ed voyait les choses différemment. Il pensait que les téléspectateurs méritaient d'être informés du pourquoi de chaque comment. C'était le cœur de sa philosophie. Et il savait qu'une fois ces leçons oubliées, il ne resterait plus que des magouilles, mais juste une énième affaire de revente de voitures. Dans sa désormais célèbre vidéo d'adieu de 2017, Ed n'a pas mâché ses mots. Il a déclaré calmement mais fermement que la nouvelle organisation de production visait à réduire considérablement le contenu des ateliers, ce qui l'a acculé. Il a ajouté « Ce n'est pas une chose avec laquelle je suis particulièrement à l'aise. J'aurais pu continuer à faire l'émission, bien sûr, mais je ne l'aurais pas faite correctement. Je bâclerais les choses. » Et bâcler les choses n'était pas envisageable. Ed a clairement fait comprendre qu'on lui demandait de faire des économies, de condenser ou d'éliminer les parties de la série qui demandaient le plus de temps et d'attention. Et même si cela aurait pu permettre des économies et des durées plus courtes, cela aurait porté atteinte à l'intégrité de la série. Et le sien. Il ne s'agissait plus seulement d'un désaccord professionnel. C'était un divorce créatif. D'un côté, la chaîne en quête d'audience et d'évolutivité. De l'autre, un artisan qui se bat pour préserver ce qui a fait le sens de l'émission. Il aurait pu se taire. Il aurait pu prendre l'argent et sourire. Mais Ed China a choisi autre chose. Il a choisi la voie difficile, la voie honnête. Et ce faisant, il s'est éloigné. Non pas des projecteurs, mais d'une version compromise de ce qu'il avait contribué à construire. La rupture officielle le 21 mars 2017. Pas de communiqué de presse tape à l'œil. Pas de déclaration de réseau. Une simple vidéo YouTube de moins de 10 minutes, enregistrée dans le garage d'Ed China, avec cette décontraction familière que nous connaissons tous. Mais ne vous y trompez pas, ce fut un véritable choc. Dans la vidéo, Ed annonçait calmement son départ de Wheeler Dealers. Il n'était pas en colère. Il n'a jeté personne sous le bus. Son ton était mesuré, d'une politesse presque déchirante. Mais entre les lignes, le poids était clair. Il était contraint de choisir entre ses valeurs et son salaire. Et il a choisi ses valeurs. Il les a exposées à la manière typique d'Ed. Technique, réfléchie et sans aucun drame inutile. Il a expliqué que les producteurs américains avaient trouvé trop difficile de filmer ces réparations détaillées. Le contenu de l'atelier devait être considérablement réduit et que cette décision avait compromis l'esprit de l'émission. « Ce ne serait pas juste pour vous », dit-il en regardant droit dans la caméra. Mais ce qui ressortait vraiment, ce n'était pas ce qu'Ed avait dit. C'était ce qu'il n'avait pas dit. Il n'a cité aucun nom. Il n'a pas blâmé Mike. Il n'a pas dénigré la chaîne. Il n'a pas parlé de trahison. Même si de nombreux fans l'ont interprété ainsi, il l'a plutôt présenté comme une décision dictée par ses principes. Calme, digne et ferme. Cela ressemblait davantage à une excuse professionnelle pour justifier une séparation qu'à la réalité. La réaction fut immédiate et bouleversante. La vidéo a été vue des millions de fois en quelques jours. Les commentaires ont afflué. Des milliers. Les fans étaient bouleversés, confus et en colère. Certains avaient l'impression d'avoir perdu un ami. D'autres avaient l'impression d'avoir été trompés par le changement de ton soudain de la série, ce qui les unissait tous. C'était ceci. Ils ont cru Ed. Et si la vidéo a permis aux fans de tourner la page, elle a aussi ouvert la voie aux spéculations, aux accusations et aux réactions négatives. La réaction des fans a été rapide, émouvante et profondément divisée. Si beaucoup ont pleuré le départ d'Ed, d'autres cherchaient un coupable. Et malheureusement, une bonne partie de cette responsabilité a été imputée à Mike Brewer. Pendant des années, Mike avait été le porte-parole charismatique des concessionnaires Wheeler. Il a trouvé des contrats, a tenu parole et a maintenu l'énergie. Mais après le départ d'Ed, les fans ont commencé à s'interroger sur son rôle dans la rupture. Était-il complice des changements créatifs?
A-t-il soutenu la nouvelle direction de production? Aurait-il pu se battre davantage pour garder Ed? Les réseaux sociaux sont devenus explosifs. Le fil Twitter de Brewer est devenu un champ de bataille. Certains l'ont accusé de trahison, d'autres l'ont ouvertement attaqué, lui envoyant des messages haineux et même des menaces. Le ton était dur et profondément personnel. Mike, pris de court par l'intensité de la réaction, a publié quelques réponses publiques. Il a insisté sur le fait qu'il n'avait joué aucun rôle dans le départ forcé d'Ed. En fait, il a affirmé avoir été profondément affecté par la décision d'Ed, affirmant qu'ils avaient construit quelque chose de spécial et qu'Ed était comme un frère pour lui. Il a ajouté que le changement de format n'était pas de son fait, mais de celui de la chaîne. Ed, et c'est tout à son honneur, a tenté d'éteindre les flammes. Dans un message de suivi, il a explicitement demandé aux fans de ne pas blâmer ni harceler Mike. Il a expliqué qu'il s'agissait d'un problème de réseau, et non d'une querelle personnelle. Mais à ce moment-là, le récit avait pris une tournure différente. Même les médias grand public ont saisi l'attention. Des titres comme « Les concessionnaires Wheeler en pleine tourmente » et « Les fans se révoltent contre le départ d'Ed China » ont dominé l'actualité automobile. Les fils de discussion Reddit ont décortiqué chaque mot des adieux d'Ed. YouTube a été inondé de vidéos de réaction, de théories du complot et d'éditoriaux. La nouvelle version de l'émission, désormais co-animée par Ant Anstead, a continué, mais avec une autre dimension. L'opinion des téléspectateurs était divisée. Certains sont restés fidèles à la marque. D'autres ont suivi Ed dans toutes ses aventures. Et au milieu de tout ce chaos se cachait une vérité silencieuse. Quelque chose d'intangible avait été perdu. Pas seulement un présentateur, mais la confiance qui avait fait l'amour de l'émission dès le départ. La rumeur de rupture. Ed et Mike se sont-ils brouillés? Même une fois la poussière retombée, une question restait toujours d'actualité. Ed et Mike se sont-ils disputés en coulisses? Tous deux l'ont publiquement nié à maintes reprises. Dans des interviews et des publications sur les réseaux sociaux, ils ont insisté sur le fait qu'il n'y avait pas eu de querelle personnelle. Pas de dispute. Pas de trahison. Juste une différence de vision. Une différence irréconciliable. Et c'est peut-être vrai, mais les fans n'ont pas manqué de remarquer les écarts. Depuis 2017, les deux hommes n'ont eu aucune collaboration publique. Pas de retrouvailles et surprises avec les podcasteurs. Pas de plaisanteries amicales sur Instagram. Pas de panel de salons automobiles côte à côte. Dans un secteur où même d'anciens collaborateurs acharnés se retrouvent parfois pour des raisons de relations publiques ou de nostalgie, leur silence total a été flagrant. On a raison de se poser la question. Après tout, leur relation n'était pas qu'une simple relation de travail. Ce fut un partenariat télévisuel qui a duré 13 ans. Si tout s'est vraiment terminé à l'amiable, pourquoi ce froid glacial? Certains fans évoquent des interviews où le langage de Mike semblait défensif. D'autres remarquent qu'Ed est devenu plus diplomate, plus prudent, lorsqu'on l'interroge directement sur Mike. Ce n'est pas ce qui est dit qui compte, c'est ce qui n'est pas dit. Les longues pauses, la formulation soignée, le phrasé respectueux mais distant, de quoi faire réfléchir. Peut-être n'y a-t-il pas eu de dispute dramatique, mais peut-être y a-t-il eu une distance émotionnelle et créative grandissante, celle qui n'explose pas en dispute, mais qui couve en silence. Quoi qu'il en soit, l'absence de réconciliation est devenue partie intégrante de l'histoire, un chapitre ouvert qui a laissé les fans perplexes. Et c'est ce qui a rendu ce qui s'est passé ensuite. Huit ans plus tard, si puissante. Car finalement, après toutes les spéculations, Ed China a pris la parole. Et cette fois, il ne s'est pas contenté de partir en silence. La confirmation? Ed s'exprime enfin après 8 ans. Il aura fallu 8 ans de silence, de spéculation et de théories de fans avant qu'Ed China ne révèle enfin la véritable raison de son départ de la série. Non pas dans un exposé dramatique ni une révélation cinglante, mais de la manière la plus Ed possible. Avec calme, précision et sans aucune mise en scène, lors d'une récente apparition dans un podcast, Ed a évoqué l'évolution de Wheeler Dealers et, pour la première fois, a clairement confirmé les raisons de son départ. Pas de langage codé ni de politesse d'entreprise. Juste un homme, enfin sincère. Il a parlé de ce que cela signifiait de construire quelque chose de zéro. They transforma un spectacle de fortune, avec quelques lumières et quelques classiques rouillés, et un mastodonte mondial. Mais ensuite, il a dû admettre qu'il ne voulait pas partir. Pas vraiment. Ce qui l'a poussé à partir n'était pas un conflit d'ego ni une envie de changement. C'était la lente et insidieuse prise de conscience que la série qu'il aimait autrefois était devenue quelque chose qu'il ne pouvait plus supporter. Le plus troublant,
Il a avoué détester la version de lui-même qu'il était devenu au cours des dernières 5 saisons. « Je le détestais vraiment », dit-il d'une voix lourde. C'était quelqu'un que je ne reconnaissais plus, non pas à cause de la célébrité ou du burn-out, mais parce qu'on le poussait à raccourcir les étapes, à passer sous silence les aspects difficiles et à devenir plus fluide. Plus rapide, plus facile à digérer. Il n'a toujours pas nommé qui que ce soit en particulier. Il n'en avait pas besoin. Le message était clair comme de l'eau de roche. La production ne considérait plus Wheeler Dealers comme une série éducative et pratique. Elle la voyait plutôt comme un moteur de contenu, et Ed était censé s'y conformer. C'est là que j'ai compris. Il ne s'agissait pas de s'adapter, mais de faire des compromis. Ed pour Ed China, c'était la limite. L'extrait du podcast a fait fureur sur Internet. Les fans qui avaient suivi la saga depuis le début ont enfin trouvé la solution. Ce n'était pas un adieu énigmatique, mais une confirmation directe de ce qu'ils avaient toujours soupçonné. Il ne s'agissait pas seulement de divergences créatives, c'était une question de principe et de caractère. Les débats ont repris. Les forums ont repris de plus belle. De nouveaux fans ont découvert l'histoire. Et les anciens fans se sentaient enfin justifiés. Car après tout ce temps, Ed China avait enfin dit ce qu'il voulait. Il n'était pas parti par pure volonté. Il est parti parce qu'il le devait. Reinvention. Ce qu'Ed a fait ensuite. Quitter Wheeler Dealers aurait pu mettre un terme à la carrière cinématographique d'Ed China. Pour beaucoup, ce serait le cas. Après tout, comment perpétuer un héritage aussi important? Mais Ed ne s'est pas éteint. Il a changé de cap peu après son départ. Il a lancé sa propre série YouTube, Workshop Diaries. Fini les lumières de la production. Les contraintes de temps et les montages trop soignés. Restait l'essence même de ce qu'il aimait, la mécanique pure. L'émission était lente, méthodique et profondément technique. Certains épisodes se consacraient à des tâches apparemment banales. Réparation d'étriers, de freins. Reconstruction de transmissions. Ajustement de la géométrie des suspensions. Mais c'était là le but. Ce n'était pas une question de clinquant. C'était une question de savoir-faire. Il n'a pas attiré des millions de téléspectateurs du jour au lendemain. Et ce n'était pas nécessaire. Le public qui comptait, ceux qui appréciaient Wheeler Dealers pour son authenticité, l'ont suivi. Ils appréciaient les longs tournages, le rythme calme, l'importance de bien faire les choses plutôt que de se précipiter. Hors écran, Ed s'occupait. Il participait à des salons automobiles, donnait des conférences lors de sommets d'ingénierie et continuait à bricoler des inventions insolites et à construire des véhicules écologiques. Il s'est même essayé à la conversion électrique, laissant entrevoir où résidait, selon lui, l'avenir de l'automobile, non pas dans la nostalgie, mais dans l'innovation intègre. Et pourtant, à travers tout cela, il y avait toujours un subtil courant sous-jacent. Les fans n'ont pas pu s'empêcher de comparer ce chapitre solo aux saisons post-Ed de Wheeler Dealers, où l'une privilégiait la profondeur et le contenu, l'autre le style et la vitesse. Ed n'a jamais regretté son retour. Mais tout ce qu'il a construit après Wheeler Dealers était une rébellion silencieuse, une réfutation vivante de la direction prise par la série. Il ne cherchait pas à rivaliser. Il cherchait à retrouver l'âme de ce qu'il avait autrefois contribué à façonner. Mike Brewer a fait ce que font les professionnels. Il a continué à faire tourner la machine. Après le départ d'Ed, Wheeler Dealers a repris avec un nouveau co-animateur, Ant Anstead. Plus tard sont arrivés Mark, Elvis et Priestley. Chacun a apporté son énergie et son style. Le spectacle a évolué avec de nouveaux formats, des visuels améliorés et un public plus large. Dès la Californie et Coventry, la course contre la montre s'est jouée. Les moteurs continuaient de vrombir. Mais malgré les bons résultats de la série, selon la plupart des indicateurs, continuait de prospérer. Une chose restait indélébile, le fantôme de l'ère Ed. Les commentaires de chaque publication revenaient en arrière. Ed aurait fait mieux. Vous vous souvenez de l'époque où il montrait la réparation complète? Le bon vieux temps me manque encore. Les réseaux sociaux ont analysé les différences d'approche. Des comparaisons sur YouTube ont surgi avec des titres comme « Hier contre maintenant » et « Pourquoi Ed China était irremplaçable ». Ce n'était pas personnel, c'était émotionnel. Les fans ne regrettaient pas seulement un présentateur, ils regrettaient une émotion. La satisfaction tranquille de regarder quelque chose de compliqué était compréhensible. L'humilité, le charme brut. Mike a tenté à plusieurs reprises de répondre à la question qui n'était pas posée. Il défendait la nouvelle orientation, félicitait ses co-animateurs et rappelait aux téléspectateurs que le changement était inévitable à la télévision. Mais de temps à autre, l'ancienne attitude défensive reprenait le dessus,
car malgré toute l'évolution de l'émission, les comparaisons avec Ed étaient ancrées dans l'ADN de la marque. Même des années plus tard, les concessionnaires Wheeler portaient cette ombre. Cela fonctionnait, cela divertissait, mais pour beaucoup, cela ne s'est jamais vraiment régénéré. Et c'était là tout le paradoxe. Ed est parti, mais d'une certaine manière, il n'a jamais vraiment vécu. Pensez-vous qu'Ed China a fait le bon choix en quittant la série? Dites-le nous dans les commentaires ci-dessous. Merci d'avoir regardé et à bientôt pour la prochaine vidéo.